Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, quelques 700 000 électeurs étaient appelés aux urnes le 29 décembre dans le cadre du scrutin présidentiel bissau-guinéen. Une élection à l'issue incertaine ayant pour principal enjeu la stabilité indispensable pour combattre les maux qui minent le pays après des décennies de crise politique permanente. Bilan et rétrospective en cette nouvelle année 2020, exercice auquel se prête le Cameroun qui a connu une année 2019 assez tumultueuse, année notamment marquée par la crise séparatiste anglophone et la menace terroriste au nord du pays. Et puis promotion de la recherche scientifique au Congo, le Parlement congolais vient d'adopter une loi qui fait migrer les centres de recherche en instituts de recherche. Les précisions dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, l'Assemblée nationale sénégalaise a voté lundi 30 décembre à l'unanimité le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Jusqu'ici, le viol était considéré au Sénégal comme un simple délit passible de 5 à 10 ans de prison. Désormais, avec la loi votée à l'Assemblée nationale, les auteurs de ces crimes peuvent écoper de peines allant jusqu'à la perpétuité. La criminalisation du viol était une demande des associations de défense des droits des femmes à la suite d'une série d'agressions sexuelles enregistrées ces derniers mois. Selon une étude sur plus de 6000 cas de violences faites aux femmes enregistrées en 2018, 1321 concernaient des cas de viol. Les Bissau-Guinéens étaient aux urnes le dimanche 29 décembre dans le cadre du second tour d'une élection présidentielle controversée. Élection à l'issue incertaine qui oppose deux anciens premiers ministres ayant tous deux promis d'apporter la stabilité à la Guinée-Bissau, pays qui comptabilise 9 putschs ou tentatives de putsch depuis son indépendance en 1974. Siamlo Victor Asseji. Le dimanche 29 décembre, plusieurs millions d'électeurs bissau-guinéens se sont rendus aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant, José Mario Vache, a été évincé dès le premier tour d'un scrutin qui a suscité énormément de craintes. Pour ce second tour, deux candidats majeurs sur la scène politique. D'un côté, Domingo Simo Pereira, à la tête du PAIGC, et de l'autre, Umaro Sissoko Embalo, du Mouvement pour l'alternance démocratique, parti né suite à des dissensions au sein du PAIGC est largement soutenu par l'opposition. Elles se sont très bien déroulées malgré les craintes de violence, de débordement ça et là, même si je suis d'avis que ces élections ne sont pas la solution à la crise politique institutionnelle que vit la Guinée-Bissau. Il y a encore beaucoup de bouleversements, beaucoup d'autres problèmes qu'il faudra prendre à bras le corps et essayer de les régler. Pour des observateurs, certaines dispositions de la Constitution jugées floues peuvent continuellement être le motif d'un désaccord. Car même si le PAIGC perd les élections, il détient la majorité au Parlement. Est-ce qu'on va vers une crise? D'abord, si on se fie aux propos de Domingo Simon Pereira, qui a dit qu'en tout cas, il appellerait le candidat vainqueur et le féliciterait. Si on se fie également aux propos de Oumar Sissoko Embalo, qui a fait un appel du pied à DSP en disant que s'il remporte les élections, il pourrait nommer, s'il le souhaite, s'il le veut, DSP comme Premier ministre. Je crois que déjà, ça rassure. Ce scrutin scellera-t-il enfin et définitivement la paix en Guinée-Bissau, abonné régulièrement aux crises politiques depuis 2 décennies? Quoi qu'il en soit, le pays devra absolument fermer ce chapitre qui l'affaiblit sur tous les plans. En choisissant enfin d'accepter la défaite, beaucoup estiment que le président sortant, José Mario Vache, a fait le pari de tous les impossibles. Entre la formation du gouvernement Dion Ngouté, la convocation du corps électoral en vue des élections municipales et législatives de février 2020, en passant par le grand dialogue national en vue de résorber la crise anglophone 2019, a été une année pleine de défis pour le Cameroun. Certains ont été surmontés, d'autres pas encore. Le bilan dans ce reportage de notre correspondant Nelly Claude Bessa. 2019 a été une année politiquement dense au Cameroun. L'année s'est achevée avec l'adoption en décembre 2019 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Cette loi, qui accélère le processus de décentralisation dans le pays, accorde aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un statut spécial fondé sur leurs spécificités linguistiques et leur héritage historique. Selon les experts, ce texte résulte des résolutions du Grand Dialogue
nationales tenues dans le pays du 30 septembre au 4 octobre 2019. Des assises convoquées par le président Paul Biya pour apporter une solution à la crise sécuritaire qui sévit depuis 2016 dans les régions anglophones. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces deux régions. Reportées à 2 reprises depuis 2018, les élections municipales et législatives dont le corps électoral a été convoqué le 10 novembre 2019 se dérouleront le 9 février 2020. Des élections locales qui viendront parachever le processus de renouvellement de la classe politique camerounaise engagé en octobre 2018 avec la présidentielle à l'issue de laquelle le président Paul Biya a été vainqueur avec 71% des suffrages. L'un des principaux enjeux de ces élections-là, c'est premièrement d'arriver à établir un leadership institutionnel visible au niveau de l'opposition engagée dans le jeu institutionnel. Deuxième enjeu de mon point de vue, la capacité de mobiliser davantage d'électeurs de manière à ce que la participation électorale soit une participation électorale qui atteste de la légitimité et de la crédibilité du processus électoral lui-même. 2019, première année du 7e mandat du président Paul Biya, avait commencé par un changement de ton induisant un remaniement ministériel. Le 4 janvier 2019, le chef de l'État nommait Joseph Dion-Ngouté Premier ministre chef du gouvernement. Ce dernier a formé un gouvernement constitué de 62 membres, dont 4 ministres d'État et 8 femmes. Pour de nombreux observateurs, ce Premier ministre a un style remarquablement nouveau. La justice ivoirienne a condamné Charles Blé Goudé par contumace lundi 30 décembre à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Il était accusé par la justice de son pays d'actes de torture, homicide volontaire et viol perpétrés lors de la crise ivoirienne entre 2010 et 2011. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens est actuellement en liberté conditionnelle à La Haye après son acquittement par la CPI. Charles Blé Goudé s'est dit surpris par ce verdict prononcé sans la présence d'un avocat. Ces avocats, comme l'opposition ivoirienne, dénoncent une entreprise politique émanant d'une justice à la solde du pouvoir. La République démocratique du Congo effectue également son bilan de l'année 2019, une année particulière car le pays a expérimenté sa première alternance politique pacifique. Joseph Kabila ayant cédé son fauteuil à Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Le nouveau chef de l'État qui depuis lors s'efforce non sans difficulté de mettre en œuvre les projets jugés nécessaires pour le développement de son pays. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 2019 aura été une année riche en événements politiques en République démocratique du Congo. À l'issue des scrutins couplés, Félix Tshisekedi a donc été élu le 30 décembre 2018 et investi le 24 janvier 2019 président de la République. La première alternance pacifique en RDC est ainsi consacrée entre les chefs de l'État sortant, Joseph Kabila, 4e de l'histoire du pays, et le nouveau Félix Tshisekedi, 5e sur la liste. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo commence une nouvelle ère de son histoire politique, en adéquation avec ses attentes et son potentiel. C'est une œuvre grandiose de service d'un pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. Après 18 ans à la magistrature suprême, Joseph Kabila a ainsi cédé son fauteuil au nouveau chef de l'État. La libération des prisonniers politiques d'une part et le retour des exilés, dont l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, sont parmi les premiers actes du nouveau locataire du Palais de la Nation. Et tout est à l'actif de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui, ce faisant, s'inscrit dans la ligne droite de ce que nous avons convenu autour des évêques et qui est consigné dans l'accord global et inclusif de la Saint-Sylvestre
comme on l'a appelé, nous nous en réjouissons. Arrivé au pouvoir sans la majorité parlementaire, détenue par le Front commun pour le Congo, la famille politique de son prédécesseur, Félix Tshisekedi, n'a donc pas eu le champ libre. Il sera contraint de composer avec les adversaires d'hier afin de former un gouvernement de coalition dirigé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, issu du FCC. Si l'alternance a été pacifique, la gestion de la coalition demeure un défi à relever pour 2020, selon les observateurs. Dans l'actualité également, les Tanzaniens abonnés à la téléphonie mobile et encore non identifiés par biométrie auprès de leurs fournisseurs de services télécoms respectifs ont jusqu'au 20 janvier 2020 pour se mettre en règle. Le président John Magufuli a reporté de 20 jours le délai initial qui prenait fin le 31 décembre 2019. Le chef de l'État a souligné que cette extension était la seule qui sera accordée aux retardataires et a par ailleurs enjoint l'autorité de régulation des communications de Tanzanie à se montrer ferme une fois le nouveau délai épuisé en engageant le blocage des cartes SIM hors la loi. Mettre la recherche scientifique au profit des populations, c'est l'orientation que le gouvernement de la République du Congo veut donner à ce secteur considéré comme un véritable vecteur de croissance économique et de bien-être social. Pour concrétiser son ambition, le gouvernement vient de changer le statut de ces 9 structures d'innovation, les faisant passer de centres de recherche en instituts de recherche. Les précisions de Nathalie Mo. La recherche scientifique doit apporter des solutions aux problèmes des populations en République du Congo. L'ambition du gouvernement congolais est portée par une vision qui indique que la science, la technologie et l'innovation sont les moteurs de la croissance économique, de l'inclusion sociale et d'un développement durable. Les autorités veulent ainsi placer l'innovation en amont du développement. Plusieurs pays jadis classés comme sous-développés ont progressivement pris conscience du rôle de la science et de la technologie dans le développement. C'est notamment le cas des pays émergents qui, grâce à leur solide attachement à la recherche scientifique, sont désormais en fait considérés comme ayant atteint un niveau de développement performant. Donc, ces mesures prises par l'État congolais sont vraiment à saluer. Pour atteindre ces objectifs, le Congo mise sur la standardisation de ses infrastructures de recherche. Le Parlement congolais a dans cette logique adopté une loi qui fait migrer les centres de recherche en institut de recherche. Que des recherches se font de façon isolée. Souvent, en fait, les recherches se font en fait à l'insu même du ministère qui est censé être en fait l'organisme coordinateur de toutes ces recherches-là. Donc, grâce à cette initiative aussi, l'État pourra mieux en fait contrôler les recherches qui se font, les coordonner et pouvoir agir efficacement, pouvoir mettre plus efficacement sa politique. Pour les autorités congolaises, la science joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de vie des populations en matière de sécurité alimentaire, de soins de santé et de couverture des besoins énergétiques. Le pays dispose actuellement de 9 instituts de recherche créés en 2012 avec le statut de centre de recherche. Dans le reste de l'actualité, le ministère namibien de l'Environnement vient de signer un accord de leasing avec un producteur indépendant d'énergie pour la mise en place d'une centrale d'énergie renouvelable. L'infrastructure qu'ambitionne de construire la Diaz Wind Power aura une capacité de 44 MW. La centrale éolienne doit être implantée dans la localité de Luderitz pour un coût estimé à 106 millions de dollars. La mise en place de cette centrale fait partie de la stratégie et du plan d'affaires quinquennal élaboré par la compagnie électrique namibienne. La NamPower envisage en effet de s'appuyer sur les énergies renouvelables pour conduire le pays vers l'autonomie énergétique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.